Bonsoir, donc moi je suis le fameux linguiste là. Donc je m'appelle Édouard Klotchko et j'ai une spécialité un petit peu particulière qui sort du cadre, mais qui rentre dans le cadre d'aujourd'hui, qui sort du cadre universitaire, on pourra peut-être en reparler, qui sont donc les langues construites. On a parlé durant ces 7 heures à peu près de choses extrêmement, disons, concrètes. On va sortir un petit peu du domaine du concret et rentrer dans des choses peut-être un petit peu plus techniques. On a parlé de la langue, de la parole, compétences, performances. Donc ce sont deux approches, l'une saussurienne et l'autre justement chomskienne. L'une ne découle pas tout à fait de l'autre, mais j'imagine que même si vous n'êtes pas linguiste ou si vous n'avez absolument pas fait d'études de linguistique, vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Donc d'un côté, nous avons quelque chose qui est de l'ordre de la réalisation, et l'autre, ce qui est dans la réalité. Ce qui est dans la réalité, c'est la parole ou la performance. Et la langue ou la compétence, c'est ce que vous pouvez utiliser dans votre cerveau, à peu près. Donc, chacun ici a une compétence en français, mais une performance plus ou moins bonne, suivant les circonstances, les moments, comment vous vous sentez. Mais je pense que nous pouvons tous dire ici que nous avons une très bonne compétence du français, peut-être d'autres langues également. Donc ce sont ces deux phénomènes-là qui sont étudiés par la linguistique moderne. De façon différente, il y a de nombreuses écoles qui se battent bien entendu les unes contre les autres, mais on va essayer de passer outre. Alors, ceci n'est pas un ensemble de voitures. Nous allons essayer de nous imaginer qu'il s'agit de langues. Toutes ces différentes langues que vous rencontrez sur notre petite planète, et on va essayer de les transformer en jolies petites voitures. Donc on pouvait constater que toutes les voitures se ressemblent. Ils ont des roues, un moteur, on peut s'asseoir dedans, on peut voyager avec. Donc c'est un outil qui permet de se déplacer dans la réalité. Par exemple, ceci n'est pas une voiture. Nous pourrions considérer qu'il s'agit de l'italien, Lamborghini. Et ceci n'est pas une voiture non plus. On pourrait considérer qu'il s'agit donc du français. Et chacun d'entre nous... Oups, j'ai peut-être pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Et chacun d'entre nous se retrouve dans cette jolie petite voiture, suivant le modèle. Plus ou moins fun, suivant donc les capacités de chacun, suivant ce que vous lisez, suivant ce que vous apprenez, et suivant l'âge que vous avez. Et bien entendu, il peut y avoir des passagers différents. Ils sont assez nombreux. Sur notre petite planète, on considère qu'il y en a entre 6000, peut-être 6500, c'est assez difficile de le déterminer, qui plus est, puisque chaque année, un nombre assez important de langues disparaissent, à peu près entre 100 et 50 par an disparaissent. Les langues naturelles ou les langues ethniques constituent quelque chose que vous connaissez, donc que vous utilisez tous les jours, et qui ne vous pose apparemment que peu de problèmes, peut-être des problèmes orthographiques. C'est le gros problème en français. Si vous étiez des Italiens, vous en auriez beaucoup moins, puisque habituellement on considère qu'un Italien, à partir de l'âge de 15-16 ans, ne fait plus aucune faute d'orthographe. Pas de chance pour vous. Donc, comment sont nées les langues naturelles ? Pour certains, les langues naturelles sont nées à partir d'un événement religieux. Encore aujourd'hui, certains le considèrent. D'autres considèrent que c'est un phénomène naturel, qui est né de façon naturelle. Pas d'autres explications non plus. Et d'autres encore, bien entendu, considèrent comme Chomsky qu'il s'agit de quelque chose d'inné, propre à l'être humain, donc pas naturel, puisque tout disons, le langage du dauphin ne serait pas une langue. Ne pourrait pas être classé dans la même catégorie. Et l'encodage ne serait pas le même.
Et puis nous avons les fameuses langues construites, c'est un terme que je regarde mes petites notes, c'est pas grave, je vois qu'elles ne s'affichent pas, c'est Jefferson, je crois, en 1928, qui a pour la première fois utilisé ce terme. Alors ici nous avons une grande assemblée, est-ce que quelqu'un a une petite idée de quelle assemblée il s'agit? Avec ce joli petit drapeau vert et ces grandes étoiles. Il s'agit de la langue construite la plus connue. Oui, c'est les 100 ans de l'espéranto. Ils ont l'air de beaucoup s'amuser d'ailleurs. D'habitude, donc, les langues construites sont construites par des messieurs, voilà, comme ça, à un moment donné. C'est un truc un peu particulier, puisque les langues naturelles ou ethniques n'ont pas de point de départ. C'est un peu difficile de trouver le point de départ des langues naturelles, puisqu'il y a toujours un moment d'avant. Avant le français, il y avait le français classique, puis il y avait le moyen français, puis avant le moyen français, il y avait le vieux français, puis avant, il y avait le latin médiéval, et puis avant, il y avait le latin, puis le vieux latin, puis l'indo-européen, puis il y avait peut-être quelque chose même avant. Et dans notre cas, ou plus exactement dans mon cas à moi, celui qui m'intéresse plus particulièrement, nous avons ce cher monsieur qui en français s'appelle Tolkien et qui en anglais s'appelle Tolkien, qui serait donc le créateur ou le constructeur d'un grand nombre de langues. Le voici dans son fameux bureau en train de poser. Mais il n'est pas le seul, puisque si vous avez l'occasion de regarder les séries, vous avez certainement entendu parler de Star Trek et des fameux Klingons, qui aussi ont évolué avec le temps, vous pouvez le constater. Ils n'ont pas les mêmes têtes, je ne sais pas si on voit très bien celui du milieu, donc on passe suivant les époques. Donc même à l'intérieur des mondes imaginaires, on a eu une sacrée évolution de ces Klingons. Mais d'autres séries en ce moment, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé Bright, on y retrouve donc des orques, des elfes et des humains, et des langues ont été développées pour cette série. Alors, comment construire ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la personne qui a construit les langues pour Bright, qui s'appelle Patterson, on voit une petite photo ici, dans un ouvrage écrit il y a quelque temps, a déclaré de façon assez naïve, mais intéressante, il pensait être le premier à construire une langue qui sortait du cadre de la communication, qui était donc pour une série télévisée. Donc une grande naïveté, mais qui montre bien que la construction de langue est quelque chose qui n'est pas très commun ou très courant. On peut s'en étonner, mais c'est le cas. Alors que, si vous avez un petit peu étudié l'histoire, vous rencontrez Hildegarde de Bingen, par exemple, qui, au XIe siècle, a eu l'occasion de construire sa fameuse Lingua Ignata, dont on a plusieurs manuscrits, et qui était bien sûr, dans ce cadre-là, inspiré par Dieu. Donc là, il faudrait que nous revenions un petit peu en arrière et que vous voyez la grande image avec le monsieur, la barbe. Donc ça serait lui le responsable de sa construction. Donc le phénomène de construction de langue est un phénomène absolument prégnant dans toutes les cultures. Ce n'est pas quelque chose qui est propre. Les enfants en font, les adultes en font. Vous en avez peut-être fait, vous avez connu des amis qui ont essayé de construire. Alors le cas Tolkien est assez particulier puisque on pense, grosso modo, qu'il en a construit non pas ni une ni deux, mais une bonne trentaine, et que le vocabulaire va de quelques mots pour le Black Speech, la langue noire de Sauron, donc il y a dans cette inscription de l'anneau pour ceux qui ont vu les films ou qui ont lu les livres. Mais il faut savoir qu'il existe un grand nombre de grammaires historiques et descriptives que Tolkien a écrites, qui sont aujourd'hui entreposées dans cette boîte. Et probablement, aujourd'hui, on a largement passé le cap des 30 000 mots. Alors j'ai bien mis mots, effectivement, entre guillemets, parce que il faut bien comprendre que certaines de ces langues ont, par exemple, des déclinaisons et des conjugaisons
Donc si on compte tous les éléments d'un verbe ou toutes les déclinaisons d'un nom commun, on va avoir des termes qui se retrouvent et qu'on peut plus ou moins compter comme des mots. D'habitude, dans un dictionnaire de latin, on n'a pas la déclinaison, mais ici, c'est pour, disons, vous montrer un petit peu son niveau de travail. Alors, généralement, les langues de Tolkien sont construites à partir d'une langue mère, dans un cadre qui se veut absolument naturaliste, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions, une diachronie, donc on a des dialectes, des géolectes et des sociolectes, et il y a aussi, bien entendu, des politiques linguistiques internes. Pour ceux qui se demandent pourquoi ceci n'est pas un elfe, dans le cadre du monde imaginaire de Tolkien, Elrond n'est pas un elfe, c'est un demi-elfe. C'est bon, un petit jeu de mots pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc voici par exemple un tableau phylogénétique de langue, dessiné par Tolkien, les ratures sont de lui aussi. C'est un de ces nombreux tableaux publiés. Alors, est-ce que j'arrive à faire fonctionner le petit truc rouge? Est-ce que c'est celui-là? Non. Comment on fait pour avoir le petit truc rouge? C'est la première fois que je... Hein? Ah, c'est le bouton tout en haut. Ah, super, merci. D'habitude, j'ai une grande règle métallique, mais je l'ai oubliée à la maison. Donc, les langues elfiques, c'est ce groupe ici. Donc, ici, vous avez les langues des nains, et ici, les langues des orques. Donc, vous pouvez constater que Tolkien était quelqu'un qui changeait d'avis et qui changeait le nom des langues. Voilà, les choses étaient en évolution. Et, petite remarque ici, c'est marqué d'après Roumil, que le nom d'un des elfes dans son monde imaginaire, pour bien préciser qu'il pouvait y avoir d'autres théories, d'après un autre elfe. Ce qui permettait à Tolkien, n'est-ce pas, de laisser jouer son imagination, mais aussi de copier les réalités, puisque les théories, il peut y en avoir plusieurs. Et effectivement, il existe différentes théories, dont je ne vais pas vous développer ici, mais il y a une histoire de la linguistique à l'intérieur du monde imaginaire. Pour vous montrer un petit peu jusqu'à quel point il allait, donc nous avons des diachronies, c'est-à-dire des évolutions. Donc, c'est un tableau imprimé à partir d'un manuscrit de Tolkien. Donc ici, nous avons les différentes langues elfiques, avec à cette époque-là la langue mère qui était la langue parlée par les divinités, quelque chose qui l'a changé par la suite. Donc ici, nous avons les voyelles longues et les diphtongues, et leur évolution suivant les langues. Donc ici, cette langue s'appelle le Quenya, ici, cette langue s'appelle le Lindarin, qui est en fait un dialecte du Quenya. Ici, nous avons le Telerin. Ici, nous avons le Telerin tardif. Ici, nous avons le vieux Noldorin, le Noldorin, le danien primitif, l'ossirien D, qui dérive du danien primitif, le danien de l'Est, qui dérive du danien primitif, le Taliska, qui est une langue parlée par des humains, mais dont l'origine est elfique. Et ici, nous avons trois langues des elfes de l'Est. Et enfin, le Belr, donc qui est le Beleriandais, qui est en fait ce qu'est devenu le Noldorin, ainsi que le mélange des différentes autres langues qui étaient parlées au Beleriand. Bon, comme vous pouvez le constater, tout ça est extrêmement complexe, donc il y a une volonté de représenter ce qui se passe dans les langues naturelles. Il ne s'agit pas simplement de mettre sur papier des mots et de se dire « tiens, ce mot-là, il est joli, il me plaît ». Il faut aussi pouvoir bien prononcer. Donc, à l'intérieur d'un de ses romans, ou je dirais même son roman le plus célèbre, Lord of the Rings en français, Le Seigneur des Anneaux, il y a deux appendices linguistiques qui sont consacrés uniquement aux langues. Ceci est le début de l'appendice E, qui présente les prononciations. Voici par exemple le début d'un texte de Tolkien qui présente l'histoire
de la phonologie d'une des langues elfiques qui s'appelle le Quenya. Donc ça, c'est un manuscrit original de Tolkien. Vous voyez, de temps en temps, il pouvait écrire de façon extrêmement soignée et agréable. Donc c'est en anglais, pour ceux qui savent lire. Et bien entendu, un petit peu rapide, on revient. Et comme d'habitude, bien entendu, juste pour vous montrer que donc il commence en disant « Ceci n'est qu'un résumé », bien entendu. « This account deals briefly ». Alors, bien sûr, c'est le texte le plus long que nous ayons de Tolkien. Mais c'est toujours un petit peu sa façon d'écrire. Dans les manuscrits inédits, il y a la grammaire de la langue commune, c'est-à-dire la langue qui est parlée par l'ensemble des habitants de la Terre du Milieu. Et il commence cette grammaire en disant « Je n'ai pas vraiment la place ici pour vous décrire toute la grammaire, mais je vais vous en faire un résumé, ça vous donnera une bonne petite idée. » Donc c'est en même temps un jeu avec son lecteur, et en même temps, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de description complète, définitive d'une langue naturelle. Une grammaire, quand vous achetez une grammaire, vous n'avez pas toutes les phrases. C'est une analyse d'un corpus. Et d'autres linguistes peuvent avoir d'autres opinions. En plus des langues, bien entendu, Tolkien a inventé, bien sûr, des systèmes d'écriture. Il en a inventé plus d'une dizaine. En voilà 3. Peut-être un que vous connaissez, donc, qui s'appelle l'Ethengoar. Donc ça, c'est un manuscrit de Tolkien, en Tengwar. Ici, vous avez une écriture qui est l'ancêtre de celle-ci, parce que bien sûr, il y a aussi une histoire des écritures à l'intérieur du monde imaginaire. Et enfin, l'alphabet des Gobelins, qui n'a pas de grand rapport avec les Gobelins que vous trouvez dans ses romans, mais qui font partie de l'univers qu'il a créé pour ses enfants, dans le cadre des lettres du Père Noël, des lettres qu'il envoyait pour Noël. Et certaines étaient accompagnées de lettres écrites dans un alphabet que Tolkien a imaginé. Donc voici un extrait de l'appendice E du Seigneur des Anneaux, où Tolkien parle des noms des lettres, parce que chaque lettre avait un nom, et il précise que tous les éléments, ainsi que les signes, donc les lettres et les signes, avaient aussi des noms. Il a fallu attendre à peu près une 50aine d'années, mais ce n'était pas du blabla. Voici les noms qu'on ne retrouve pas dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans d'autres écrits qui ont été publiés il n'y a que 2 ans, et où Tolkien a conçu les noms pour tous les éléments diacritiques d'une de ces écritures, puisqu'il y a une 30aine d'écritures. Et donc, il s'agit de 2 langues différentes, de 2 langues elfiques ici. En haut, c'est le Noldorin, et en bas, c'est le Quenya, avec donc les différents noms assignés et leur traduction en anglais. Tolkien avait espéré écrire un 4e volume, ou un volume supplémentaire, dans lequel il inclurait la totalité des noms des personnages qu'il avait imaginés, des phrases avec des explications. Il ne l'a pas achevé, malheureusement, mais les manuscrits constitutifs ont été publiés il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, et on va essayer de voyager un petit peu dans cet univers avec les explications de Tolkien. Donc un des termes que vous connaissez peut-être et dont vous vous souvenez, donc c'est le terme Uruk. Donc ici Tolkien nous explique que c'est B, c'est pour Black Speech, donc c'est la langue noire, et donc que c'est une forme du mot orc. Et là, il continue son explication en disant que le mot orc est une adaptation, c'est-à-dire une adaptation à l'anglais, du véritable mot dans la langue véritable, qu'on parlait en Terre du Milieu, qui était orca. Alors bien entendu, c'est exactement le contraire de la vérité. Tolkien a trouvé dans des anciens manuscrits anglais, et puis c'est une divinité latine, Orcus, qui a été repris dans des textes anglo-saxons, et qu'il trouvait particulièrement adapté pour désigner ces créatures.
Et par la suite, bien entendu, il a cherché à lui donner une origine interne à son monde. Ensuite, il donne, bien entendu, à chaque fois, des précisions sur le fait que, comme les Uruk n'étaient pas connus d'un groupe d'elfes qui n'étaient pas de la Terre du Milieu à l'origine, c'est-à-dire Galadriel, on ne va pas rentrer dans les détails, il n'y avait pas de mots originaux dans cette langue-là. Vous voyez, on rentre là dans une histoire interne, donc avec une réalité. Il ne s'agit pas d'inventer des mots comme ça, mais il y a un mouvement historique. Et que dans une autre langue, donc, qui s'appelle le Sindarin, le mot était Orch, au pluriel Urch. Donc il faut aussi apprendre l'orthographe. Hein, le Y ici désigne le son U de rue, et non pas U, le YE. Et puis, un autre personnage important du Seigneur des Anneaux, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Balrog. Et donc, ici, il désigne le nom de la langue en S. Et donc, c'est un mot qui a été fait en ancien Sindarin. Donc, vous voyez, il y a toute une définition. Et puis, il donne ceci qui ressemble à racine. Et oui, effectivement, il existe des racines. Ici, là et ici. Et en fait, il y a un traité sur les racines qui fait un assez grand nombre de pages, dans lequel donc Tolkien a donné un nom, hein, donc qui est Lumen Quentalea Erialea Lambegnare, donc l'histoire générale des langues elfiques, dans lequel donc Tolkien explique la formation des racines dans la langue mère des elfes. Donc la diachronie est quelque chose de très important chez Tolkien. Si on continue, on essaie de voir ce qui se passe avec d'autres noms propres. Il y a à chaque fois des étymologies extrêmement poussées, donc Aragorn, Arathorn, Celeborn, qui est un nom d'elfe, avec à chaque fois des explications comme le temps passe, on va aller un petit peu plus vite. Donc ici, c'est pour un nom de cheval, parce qu'effectivement, dans le roman, le cheval que monte Aragorn porte un nom, puis il a une petite histoire, elle a été offerte par sa future femme, Arwen, donc c'était le cheval de la dame. Donc à quoi ça sert tout ça? Ça sert à rien. À rien, rien, rien. C'est comme se promener sur la plage ou apprendre un poème de Baudelaire. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est beau. Donc, vous en doutez bien que certains lecteurs des romans de Tolkien furent fascinés par les langues elfiques, d'autres par la langue de Sauron, et puis le fait d'entendre des dialogues dans les films ont fait que les gens ont voulu les apprendre, mais tout ça c'est un petit peu complexe, parce qu'on rentre très rapidement dans ce qu'on appelle la linguistique folklorique, c'est-à-dire les personnes n'ont pas de... Si on revient, il faut revenir... On revient comme ça, c'est super avec ce petit truc. Si on revient au tout début, on a parlé donc la compétence et la performance. Pour apprendre une langue, il faut avoir une certaine compétence. Sinon, la performance, elle n'est pas là. Et vous vous en doutez bien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'elfique en 10 leçons par Tolkien. Ah non, il n'y en a pas. Mais ça ne dérange pas les gens. C'est-à-dire que sans aucune compétence, ils vont faire des performances. C'est ce qu'on a dans 100% des sites sur Internet. Je dis bien 100% des sites sur Internet et 100% de ce qu'on voit dans les films, hors des dialogues qui sont directement tirés des ouvrages de Tolkien. Ce sont des gens qui disent ou qui décident « je comprends » et je vais vous apprendre comment c'est. Alors, pour terminer sur cette histoire, qui est quand même assez intéressante, c'est qu'effectivement, avec une compétence quasi nulle, on a une performance maximale. Ils font des poèmes. C'est dur de faire des poèmes. C'est pas le premier truc qu'on apprend quand on fait du latin. On ne dit pas au premier cours,
Allez-y, faites-nous un petit poème en latin. Donc en fait, il y a un phénomène extrêmement intéressant pour le linguiste que je suis, c'est de constater que les gens s'approprient les objets linguistiques et les font leurs, sans se soucier de cohérence. Donc l'idée que les langues elfiques n'aient aucune règle, c'est répondu assez rapidement, et beaucoup de fans ou de gens qui ne connaissent pas s'imaginent que Tolkien n'a pas écrit de grammaire. Un ouvrage qui est paru il y a quelque temps dit que Tolkien, donc, il n'a pas fini le Sindarin, le pauvre. Pas réussi à faire son truc, et alors je vais vous le terminer. Ça, voilà. Donc, en fait, un grand nombre de fans de l'univers de Tolkien, ou de fans des langues elfiques, préfèrent inventer leur néolangue ou jargon. Alors que, bien sûr, voici un extrait d'une grammaire, avec une table de conjugaison, mais ça, c'est chiant à apprendre. C'est compliqué. C'est long, c'est difficile. Et voici par exemple une phonétique historique du Quenya. Si vous n'avez pas fait un peu de linguistique, ça pour vous, ça sera du charabia, de haut en bas. Donc il y a une difficulté, c'est que Tolkien n'a pas cherché, c'est pas un espérantiste, il n'a pas fait une langue ou des langues construites simples et faciles à apprendre. Il a fait des langues qui ressemblent aux langues naturelles, c'est-à-dire avec des exceptions, avec des histoires, avec un mouvement, avec des néologismes, avec même des oppositions linguistiques à l'intérieur de son monde elfique, pour inventer des dialectes, plus exactement donc des géolectes, puisqu'il y a eu des séparations dues à une séparation géographique, et ensuite même une volonté, puisque Tolkien considérait que les elfes voyaient le langage et la construction de langue comme étant un art, et le plus noble de tous les arts. Et donc, on revient à notre point de départ, s'amuser avec les langues, c'est quand même intéressant. Mais quel avenir? Je dirais que cet avenir, c'est pas à moi de le décider, ça va être aux locuteurs, à ceux qui s'approprient les langues de Tolkien, de façon plus ou moins, disons, directe ou indirecte, et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà. J'espère que c'était pas trop long. Donc je vous en prie, si vous avez des questions. Je sais que c'est un petit peu dépassé, mais... Quand vous faisiez référence aux langues folkloriques, vous parliez des différentes langues inventées par Tolkien, ou alors... Non, la linguistique folklorique étudie la façon dont les locuteurs s'imaginent que les langues fonctionnent, ou leur propre langue fonctionne. C'est un petit peu une vision naïve. Voilà, c'est ça qu'étudie la linguistique folklorique. C'est comment les locuteurs perçoivent leur propre langue, ou les langues d'autres populations. Ah oui, d'accord. Oui. Mais comment il fait Tolkien? Parce que au tout début, vous avez expliqué qu'il barrait quelquefois les noms parce qu'il n'était pas sûr que c'était bon. Mais comment il faisait pour s'y retrouver avec ces langues? Alors je dirais que je pense que c'est quelqu'un qui avait un très gros cerveau. Donc il avait une très grosse mémoire, parce que c'est vrai que, l'ayant eu l'occasion de l'étudier depuis maintenant une trentaine d'années, je constate qu'il s'est très peu trompé. Mais ça lui est arrivé rarement de revenir sur un mot qu'il a inventé. Ce qu'il a barré, ce que tu as vu, en fait, c'était les noms des langues. Ça, oui. Ça, les noms qu'il donnait à ces langues, ça a un petit peu changé. Mais très souvent, une fois qu'il a inventé un mot, même s'il ne l'utilisait pas,
il a par exemple, dans les manuscrits qui ont été publiés, c'est arrivé très rarement qu'il met « Ah, j'aime pas ce mot-là ». C'est arrivé, il dit qu'il n'aime pas ce nom-là, puis il n'aime pas ce mot-là. Mais très souvent, en fait, il commence à écrire un texte, puis il revient, il dit « Bon, allez, je garde quand même ». Donc il avait du mal à enlever les choses une fois qu'il les avait imaginées. Dans la construction des différentes langues elfiques, de ce que vous avez étudié, quelle différence vous voyez avec, de façon générale, avec les langues naturelles? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est vraiment inspiré du langage naturel pour construire sa langue, ou bien il y a quand même certains artifices? Non, il a essayé de s'approcher de façon, pas de calquer, c'est-à-dire que ces langues elfiques ne sont pas des calques d'une ou de plusieurs langues, mais tous les éléments qu'il a utilisés, sont des éléments qu'on retrouve dans d'autres langues. Donc il n'y a aucune recherche d'altérité. Au contraire, ce sont des langues qui se veulent les plus naturelles possibles. Voilà, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire, c'est pas de chance. Il faut apprendre les déclinaisons, les conjugaisons. Voilà, les règles sont bêtes. C'est des règles qu'on retrouve en latin, en grec, en finnois, en ancien anglais. Il n'y a aucune recherche de règles étonnantes, extraordinaires, qui ne rentreraient pas dans... C'est bien le contraire, c'est exactement le contraire. C'est une volonté naturaliste de reproduire de façon artificielle le mouvement, la vie des langues naturelles. Oh bah, allez-y, mademoiselle. J'ai une question un peu personnelle. Oui. Est-ce que ça vous arrive d'écrire de la poésie dans une de langues que vous pensez maîtriser? Alors, je ne suis pas locuteur des langues de Tolkien, aucune pour le moment, parce que la totalité des écrits concernant les règles de grammaire n'ont pas été publiés. Et je ne fais pas partie de ceux qui essaient de traduire et de construire des néolangues elfiques. J'ai beaucoup trop de travail d'essayer de comprendre les écrits déjà de cet auteur. Ça fait 30 ans que je m'y emploie. Donc non, je n'ai pas essayé d'écrire des poèmes, surtout que la langue que l'on connaît le mieux, parce que beaucoup d'éléments ont été publiés, qui s'appelle le Quenya, est une langue qui fonctionne comme la poésie latine. Pour ceux d'entre vous qui ont fait un petit peu de latin, vous savez que c'est brève, longue, longue, brève, brève, longue, et puis il faut compter les pieds, il faut que ça fasse un certain nombre, et c'est extrêmement long, extrêmement complexe. Et c'est l'avantage d'une langue à déclinaison aussi, parce qu'en plus il y a bien sûr des variantes, autorisées, non autorisées, donc Tolkien s'est permis d'offrir un foisonnement lexical et de règles importantes où on peut faire comme ça ou comme ça. Et bien sûr, il y a aussi, comme en latin, metri et gratia, c'est-à-dire on ne parle pas comme ça du tout, mais pour un poème, on a le droit. Ce qui arrive aussi en latin. On peut, comment dirais-je, triturer la langue pour que ça rentre dans un cadre. Voilà. Oui. C'est plus une curiosité qu'une question. Vous aviez dit que ces langues-là se ressemblent beaucoup aux langues naturelles. Est-ce que vous savez s'il permet l'ambiguïté aussi? Alors, je dirais que la sémantique des langues elfiques est assez complexe, dans le sens que le seul locuteur que l'on ait pour le moment, c'est Tolkien. Et donc, pour connaître le sens des mots, la plupart du temps, Tolkien ne donne que quelques mots équivalents en anglais. Alors, l'ambiguïté, c'est peut-être beaucoup, mais polysémie, oui. Il y a des mots elfiques qui ont des correspondances simples, bouteille, flacon, par exemple, et puis d'autres qui vont rentrer dans des termes de théologie elfique, des termes militaires, qui ne sont pas toujours très bien compris, ou même des termes de plantes, botaniques. Donc, il n'y a pas forcément une recherche d'ambiguïté, mais elle peut apparaître effectivement dans le cadre de sa construction. Il y a plusieurs langues artificielles ont en général des idées derrière. Par exemple, pour l'espéranto, c'est pouvoir être parlé. Enfin, il y a en général des sons qui sont reproduisibles par de gens. Pour
pour d'autres langues, comme par exemple le lojban, c'est d'être non ambigu ou d'avoir d'autres particularités comme ça. Est-ce que derrière ces langues elfiques, il y a aussi une sorte, on va pas dire une sorte d'esprit, mais une direction? Alors Tolkien s'en est exprimé dans un texte qu'il a intitulé A Secret Vice, mon vice secret, et qui est une conférence qu'il a donnée. Alors il n'explique pas véritablement ce qui l'a poussé à le faire. Je dirais qu'à chaque fois il dit c'est juste mon plaisir personnel. Et quand dans le cadre d'une interview, quelqu'un lui a demandé « Mais alors pourquoi les langues elfiques sont belles ?», la réponse a été « C'est à vous de me le dire ». Donc effectivement, il n'a pas voulu, je suis intimement persuadé que bien entendu, dans ses pensées, dans son bureau, il avait une idée. Cette idée apparemment était d'ordre esthétique. Il s'agissait de se faire plaisir et d'inventer deux langues, comme il disait, l'une classique, c'est-à-dire en fait basée sur le latin, le grec et aussi un peu le finnois, donc une langue à déclinaison, et une langue qui est proche du gallois, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas le gallois, qui ressemble un petit peu au breton, donc une langue du groupe celtique, dont il trouvait les sonorités particulièrement belles. Mais il y a quand même un paradoxe, toutes ces langues sont écrites. Il n'a pas fait pas des enregistrements. Quand Tolkien dit qu'il est tombé amoureux du finnois, il n'est jamais allé en Finlande. Et je ne suis pas sûr du tout qu'il ait jamais rencontré un finnophone. Donc tout ça se passe quand même beaucoup par l'œil et par l'écrit et la façon dont les choses sont représentées. Et ensuite peut-être que lui, il l'entendait dans sa tête. Mais pour le moment, je dirais que sa motivation reste très difficile à percer jusqu'au bout. En dehors de simplement, voilà, je fais des trucs qui me plaisent. Dernière question. Oui. Moi, je voulais juste savoir, récemment, en tout cas au début, vous avez parlé des séries, des inventions de langue moderne. Moi, je pensais à Game of Thrones, par exemple. Absolument. Qui a été inventé par le même Peterson. Hein. Donc, avec les Dothraki, je sais plus. Absolument. À partir de quand, quels sont les indicateurs qui permettent de dire c'est un jargon ou ça devient une langue? Alors je dirais que c'est une très bonne question. Je pense qu'on pourrait y passer une bonne dizaine d'années pour discuter de ça. Donc moi j'utilise le terme jargon parce que là dans un cadre bien précis, ce sont les gens qui prennent les éléments des langues de Tolkien et qui en font ce que eux ils appellent des néolangues. Mais étant donné qu'eux-mêmes n'ont pas de compétences dans le domaine de la langue en question, ils ne font que prendre de façon, je dirais non pas aléatoire, mais la façon dont eux perçoivent les règles. Très souvent d'ailleurs, ils font des choses extrêmement, comment dirais-je, régulières, hein, ils régularisent, hein, c'est-à-dire ils vont prendre un mot puis il fait un pluriel comme ça, donc tous les mots font le pluriel comme ça, donc surtout pas d'exception. Donc c'est pour ça que ce qu'ils font eux, ce sont techniquement des jargons, puisqu'en fait ils transposent de façon personnelle des éléments dont ils n'ont pas une perception complète. Voilà. Mais c'est ça ce qu'on peut appeler un jargon par rapport à une langue. Ensuite, bien entendu, la bonne question, et c'est une question chomskienne qui est au cœur, c'est qu'est-ce que c'est une langue? Est-ce que le simple fait de mettre sur une feuille 5 mots, est-ce que ça y est, on a fait une langue? Est-ce que la langue noire est vraiment une langue? On a juste une inscription sur l'anneau, quoi. On a une phrase. Est-ce que c'est une langue? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est... Même si la personne, Tolkien, il dit oui, je n'ai pas simplement mis des morceaux de son les uns derrière les autres, il y a une construction, puis il dit, bah voilà, ça c'est un adjectif, ça c'est un verbe, préposition, postposition, voilà, il donne des éléments. Mais le corpus d'analyse ne représente même pas 50 mots, ça représente 20 unités, ce qui est quand même très peu. Voilà. Merci à vous.